C'est une première dans l'histoire. Jamais un président de la République n'avait décidé de ne pas se représenter. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Du coup, cette primaire de la gauche est plus ouverte que jamais. Et les candidats sont nombreux. 7 au total. Il y a un ancien Premier ministre, 2 ex-ministres de l'Éducation, Vincent Peillon et Benoît Hamon. Ça va bien ? Un ancien ministre de l'Économie, Arnaud Montebourg, et une ex-ministre du Logement, Sylvia Pinel. Pour compléter le casting, 2 écologistes, François de Rugy et Jean-Luc Benamias. Compte sur vous, je suis là. Pour tenter de découvrir qui sont ces candidats et ce qu'ils proposent aux Français, nous nous sommes immiscés dans leur campagne, un peu partout en France, en jouant parfois des coudes, et pour avoir accès aux coulisses, obtenir de la spontanéité de leur part et des moments inédits, on s'est même montré un peu collant. Ah ben vous avez réussi à monter, vous. Nous les avons approchés de près pour voir comment ils s'y prennent pour convaincre les Français. Donc ça fait une augmentation de salaire de 9%. Ça fait 5 C'est pas rien, hein. Ça fait 100 € par mois. Hein. À moins d'une semaine du premier tour de la primaire, voici notre carnet de campagne au plus près des 7 candidats. Ce 27 novembre, la primaire de la droite se termine, celle de la gauche démarre. À Paris, notre carnet de campagne commence dans un bar où Benoît Hamon, l'ancien ministre socialiste de François Hollande, regarde avec ses amis le triomphe de François Fillon. Avec mon projet... Parmi eux, Michel Pouzol, un député socialiste. Ouais, 69,5, 30,5. C'est chaud. C'est une victoire très nette. Ah, c'est clair, là c'est imparable. Il faut que l'expression puisse se faire. Ouais. Oh, c'est adorable, merci. Et vous avez remarqué, il était 3e ou 4e homme au début, monsieur Fillon. Ouais. Ça vous donne des espoirs aussi Ce que Pouzol me dit, non, c'est vrai. me réjouir du formidable succès. Pourquoi est-ce que je dis ça hein Ah, non, mais c'est clair. Mais moi, partez d'ailleurs, moins vous êtes là, plus j'ai de chance. Vous voulez rester incognito Non. Et apparemment, Benoît Hamon croit vraiment en ses chances de victoire. Quand vous verrez Hamon Valls, 69,5 et 30,5. Lequel sera à quel endroit? Pourquoi vous doutez? Vous voyez, vous auriez pronostiqué ça dans les médias il y a 15 jours. Même nous, on n'aurait jamais pronostiqué ça. À la primaire de la gauche, comme à droite, rien n'est écrit d'avance. Chaque primaire a ses inconnus, ou presque. Comment ça va? Salut. Gare de Lyon, nous avons rendez-vous avec l'un d'eux, Jean-Luc Benamias, un écologiste passé par le modem de François Bayrou, de retour à gauche. Et vous allez me faire croire que vous allez prendre le métro en plus, c'est ça? Je vais me faire plus. Alors vous prenez le métro? Oui, c'est vrai que je prends le métro. Bon, c'est bizarre, vous n'avez pas envoyé votre chauffeur vous chercher? Hein? Bon, c'est vrai que vous étiez écologiste. Vous l'êtes toujours, en fait? Bon, tu voulais qu'on arrête d'être écologiste, faut être con, hein, je sais pas. Est-ce que les gens vous connaissent, d'ailleurs? Parce que c'est pas... Ça m'arrive, oui. Ouais. Il m'arrive de faire mes courses, ici on vient me voir. Ça arrive, hein. Après, je suis pas mondialement connu non plus. Vous me dites que vous faites vos courses, mais vous connaissez le prix du pain au chocolat, vous? J'ai tout révisé. Je connais tous les tarifs. Moi, je fais mes courses. Non, parce que c'est quand même la tendance des hommes politiques de vouloir montrer qu'ils sont comme tout le monde. Non, mais je suis comme tout le monde, ça, Là, vous n'avez pas pris le métro spécialement parce qu'on est avec Non, vous. mais je vous ai montré. Ou alors j'avais une carte, je l'aurais inventée. La carte d'abonnement. Il faut arrêter la station, il fallait descendre à Concorde, en fait. Ah oui, c'est cool. Ah, c'est fait avoir. Qu'est-ce qu'on fait, alors? On descend là? Ouais, on descend là, descendez. Elle est bien bonne. Rassurez-moi, vous n'êtes pas tout seul pour annoncer votre candidature. Je suis tout seul. Vous n'avez pas d'amis, c'est terrible. Bon. Il ne sera pas seul, mais presque. La presse néglige ce petit candidat dont on ne connaît pas trop la formation politique. C'est normal, c'est un petit peu compliqué. Ah, ça fait bizarre, un candidat pour 2 partis, en fait. Oh, un candidat pour 2 partis. Vous avez 2 partis, un seul ne vous suffit pas, monsieur Benamias, c'est ça? On ne compte pas quand on aime. Sa déclaration de candidature est un peu improvisée, mais ce n'est pas grave. Je joue pas ma vie.
Faute de notoriété et de poids politique, il sait qu'il n'a quasiment aucune chance de gagner. Si je vous disais aujourd'hui bien sûr, Benamias, il va faire comme Fillon, il va démarrer à 1,5 et puis il va monter, parce que la presse tout à coup a changé d'opinion. Vous allez dire Benamias, il est génial. Je suis génial, fantastique. Mais enfin, je pense que ça ne suffira pas. Qu'est-ce qui serait un bon score pour vous, Jean-Luc Benamias? Le meilleur. Jean-Luc Benamias espère seulement faire un score honorable pour que ses idées comptent. Le 1er décembre, c'est un grand jour pour la primaire. Les candidats peuvent officiellement se déclarer. Bonjour à tous. Arnaud Montebourg est le premier à le faire. Il y en a qui vont tomber à l'eau, hein, croyez pas? Vous allez bien? Il flotte mais ne coule pas. Non, jamais. Vous avez le pied marin, vous, monsieur Montebourg? Hein? Vous avez le pied marin, Oui. Un peu de circonstance. Il a convié les journalistes sur une péniche et lui attire la grande foule. On se bouscule. Arnaud Montebourg présente un projet pour la France. Il veut surtout rompre avec le quinquennat qui s'achève. Souvenez-vous, le changement devait être pour maintenant, en 2012. Et il ne fut presque malheureusement nulle part. Pourquoi? Parce que l'État a été trop faible avec les forts et trop dur avec les faibles. L'ancien ministre de l'économie et du redressement productif donne le là de sa campagne et martèle le cheval de bataille qu'il a popularisé, la défense du Made in France. Nous sommes prisonniers des excès, des dangers de la mondialisation. Oui, la grande politique du Made in France nous permettra de nous en libérer. Vive la primaire de la gauche, vive l'union des gauches. Vive à ce stade, Montebourg, c'est le favori de la primaire. Le plus médiatique des candidats déclarés, et il y a un élan autour de sa candidature. Ce 5 décembre, la campagne s'accélère. Manuel Valls. Après le retrait de François Hollande, Manuel Valls affiche ses ambitions à la mairie d'Évry, son fief. Mes chers compatriotes, alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. À ses côtés, son épouse Anne Gravoin masque mal son émotion. Manuel Valls ne l'ignore pas, il se lance dans un combat très difficile. Tous les candidats de la primaire risquent de le prendre pour cible, comme ceux de la droite ont attaqué Nicolas Sarkozy. Il doit défendre le bilan du quinquennat et rassembler la gauche, une mission très difficile. Ce 6 décembre, nous avons rendez-vous à l'Assemblée nationale avec le président du Parti écologiste, François de Rugy. Il est au perchoir, car c'est l'un des vice-présidents de l'Assemblée. Après la séance, avec sa garde rapprochée, il va présenter sa candidature à la primaire. Bonjour, monsieur de Rugy, vous allez bien? Ça tombe bien, le siège du PS, Solferino, qui est également celui de la haute autorité de la primaire, est à 200 mètres. Pas besoin de prendre une voiture, il y va à pied, comme il se doit pour un écologiste. Donc avec vous, on va parler d'écologie, d'environnement et surtout ça, c'est vrai? Exactement. D'accord. Enfin, quelqu'un qui a bien résumé l'enjeu. Bon, bah, ça fait prendre le frais, cette petite balade jusqu'à Solferino, là. C'est ça le meilleur résumé de la primaire. C'est vous qui décidez. Voilà, alors on va prendre la candidature. Merci. La réunion avec la haute autorité de la primaire ne nous est pas ouverte, mais François de Rugy nous invite à le rejoindre un peu plus tard pour une surprise. Le candidat fête ce soir-là son anniversaire, avec tous ses soutiens, et notamment la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Barbara Pompili. Alors, à la campagne, à la réussite, au résultat... De Rugy, c'est un écolo plutôt au centre-gauche. Oh là là, 3 gâteaux, rien que pour moi. Oh, il y a même une petite gourde de potion magique. C'est pour que tu aies de la force pour ta campagne, François. C'est de Rugix. De la potion magique, il lui en faudra à ce de Rugix, car il a un déficit de notoriété. Et en attendant, il lui faut aussi de quoi ne pas prendre froid. Ces dames ont pensé à tout. C'est le
Je me trompe ou vous êtes le chouchou de ces dames là en fait, hein? Elle se préoccupe en tout cas. Oui, je vois ça. Elle est très douce. C'est magnifique. Elle est belle. C'est ressorti à ta couleur. Je suis barré pour une campagne hivernale. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Car la campagne se fait en hiver. Seulement, il lui reste encore à intéresser les médias qui ont souvent choisi de négliger les petits candidats comme lui. À Dijon, Arnaud Montebourg est attendu par ses supporters. Pour eux, son programme est beaucoup plus travaillé que celui du favori des sondages à ce stade. Monsieur Valls, il a un projet aussi, non? Je sais pas. Ah mais moi je l'ai vécu pendant 4 ans, ça fait 2 jours. Arnaud, ça fait 15 ans qu'il a des idées. C'est marrant, quand je prononce le nom de Manuel Valls, tout de suite vous vous énervez, hein. Vous montez sur le ressort. Oh là là, ça va Sylvain? Salut mon cher Arnaud, vas-tu bien? Lorsqu'il arrive à Dijon, Arnaud Montebourg est dans une forme olympique. Il motive d'emblée ses supporters. On y va à fond, hein? C'est le 22 janvier, hein? Faut casser la baraque, hein? Exactement. Pour commencer, on va prendre le tramway. Entre 3 stations, Arnaud Montebourg trouve le temps de nous raconter ses souvenirs de jeunesse. J'ai commencé, j'étais colleur d'affiches, moi, avec la 304 de mon père, j'ai mis mon chien dans le coffre et je faisais tout le canton pour Mitterrand. Ah oui? Ouais. En 80. Souvenir. J'avais 18 ans, c'est la première fois que je votais. Je venais de passer mon permis de conduire. J'ai dit à mon père, prête-moi ta voiture, c'était un break. Je vais mettre mes sauts de colle, je vais faire le canton. Mitterrand, c'est sa référence. Montebourg veut aller beaucoup plus à gauche que Hollande. À gauche, toujours à gauche. À gauche toute, on en a besoin. Avec Valls comme adversaire, Montebourg n'est plus le favori. Mais à chaque déplacement en province, il a le sentiment que sa campagne prend. Et ça va se vérifier le soir même, à Dijon. Arnaud Montebourg tient une réunion publique. Dans cette salle, 450 places assises. Oh, je dis pas bonjour à la famille. Mais si la salle est pleine, c'est qu'en fait de nombreuses connaissances sont venues. Salut les camarades. Salut Joël. Tiens, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Ça me fait plaisir. Mais je vois ça, c'est dingue. Salut monsieur le maire. Oh là là, Philomène. Tu vas bien? Avec des amis à vous dans la salle, monsieur? Alors non, mais des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Que des gens que vous connaissez quand même. Ben, c'est la politique. Quand on connaît les gens, c'est bien de les reconnaître. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je suis d'accord. Ce soir-là, pour contrer la percée de Manuel Valls, il s'impose comme un grand rassembleur. Je vous invite à aller chercher vos voisins, vos amis, vos parents, vos grands-parents. Dites-leur que nous sommes en train de faire l'union des gauches. Vive l'union des gauches. Vive la primaire de la gauche. Vive la République. Et vive la France. L'union des gauches, c'est le rêve d'Arnaud Montebourg. Il a même promis d'essayer de rallier à lui le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, le candidat des Verts. Si vous gagnez la primaire, vous allez parler à vos camarades Jadot et Mélenchon. Bien sûr. Et ça, vous y croyez vraiment au fond de vous? Totalement. Il y a un rassemblement possible avec eux. Moi, je vous dis qu'on va le faire. Et vous, souvenez-vous bien, j'espère que vous m'enregistrez. Ah oui, bien sûr. Je suis pas sur M6. Oui, je sais pas où vous voulez, m'enregistrer dans une boîte quelque part, vous mettez ça dans le coffre-fort, puis on ressort ça dans 6 mois. Pas de problème. On va le faire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Non, allez-y. Parce que je veux le faire. Pour Manuel Valls, le favori, ça se complique. Vincent Peillon a déclaré sa candidature. Et a priori, il peut rassembler des soutiens de Martine Aubry et de François Hollande. C'est justement Manuel Valls que nous allons retrouver en campagne à Narbonne. Et avec ce candidat, on n'engage pas la conversation si facilement. Qu'est-ce qui vous amène à Narbonne? Je vous le dirai tout à l'heure. Ah, vous voulez pas parler? Oh, si. Un petit peu, quand même. Nous profitons d'une dégustation des vins de l'Aude pour tenter une deuxième approche. Venez, venez, venez. Est-ce que vous aimez les vins du coin? Eh oui, très bon. Un peu de rouge, moi je vais prendre. Un peu de rouge, hein? Ouais. Allez. Du blanc. On y va? Allez. Allez, santé à vous tous. C'est mon premier apéritif de la journée, oui, oui. Heureusement, oui. Ça vous change de mettre mignon? Ah, il y a des bons vins. Voilà. Ouais.
Bah, allez, retourne au lycée quand même. Hein. Merci pour votre question. Merci. Et vous aimez ça, la campagne? Oh oui. Oui, parce que... Aller au contact des gens? Parce que c'est l'occasion d'aller au contact des gens, de sentir les choses. Et puis, honnêtement, je l'ai toujours fait. Elle va être courte, la campagne, quand même, non? La campagne présidentielle, non. La campagne pour les primaires, oui. Et les gens vous connaissent au moins. Oui, Est-ce que vous faites attention aux sondages ou c'est pas, faut pas avoir trop le nez dessus quand on est en campagne? Il ne faut pas être hypocrite, évidemment. Les sondages font beaucoup dans l'ambiance. Et pour vous aussi. Mais ils trompent. Ouais. Regardez ce qui s'est passé. Juppé a cru qu'il avait gagné. Et donc il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il n'a rien proposé, il n'a pris aucun risque. Et donc les bons sondages peuvent avoir ça comme inconvénient. Et vous, et les observateurs, n'ont pas vu Fillon. Donc il faut faire... Voilà. Donc les sondages, bien sûr qu'on les regarde. Mais il faut toujours les regarder dans leur dynamique. Pas au jour le jour. Parce que les sondages cette primaire vous donnent très largement devant. Oui, mais c'est toujours dangereux. Donc il faut faire très attention. Ouais. Et il a raison de se méfier des sondages. Dans quelques jours, il va devoir affronter les critiques sur le quinquennat qui s'achève. Ce soir-là, c'est Benoît Hamon qui crée l'événement. Il rassemble 2500 personnes dans un gymnase parisien. Et il a mis le paquet sur le décorum pour faire un grand show. L'occasion pour lui de s'exprimer pendant plus de 2 heures pour dévoiler tout son projet. Son credo, donner de l'argent à tous. L'ensemble des jeunes Français, stagiaires, apprentis, étudiants, salariés entre 18 et 25 ans percevra le revenu universel d'existence à partir de l'année 2018. Tout. Des mesures sociales qu'il va financer en imposant davantage les riches. Nous ferons ce que ce quinquennat n'a pas fait, c'est-à-dire nous rétablirons une réelle progressivité de l'impôt sur le revenu par la fusion de la CSG, de l'impôt sur le revenu et la création au minimum de 5 tranches supplémentaires. Deuxièmement, et enfin, il veut créer un 49.3 citoyen, autrement dit la possibilité pour 450 000 citoyens de s'opposer à une loi. Après son discours, Benoît Hamon s'offre une sortie digne d'une rockstar. Poursuivi par une meute de photographes que le service d'ordre peine à contenir. Et il va devoir entrer dans un immeuble à proximité pour semer les reporters. Ce 15 décembre, au pavillon de l'Arsenal à Paris, des associations écologistes ont invité les candidats à s'exprimer sur l'environnement. Le premier arrivé, c'est Vincent Payon, qui démarre tout juste sa campagne. Ici, les candidats se rencontrent. Officiellement, pas de rivalité entre eux. Oui, monsieur Vincent. Ah, vous vous connaissez? Vous n'êtes pas qu'adversaires, en fait. On est concurrents. Ah, et amis. À l'exception de Manuel Valls, tous les candidats de la primaire veulent avoir leur tribune sur l'écologie. Passer de 75% de production d'énergie électrique. Celui qui doit le plus faire ses preuves auprès des écologistes, c'est Arnaud Montebourg. Lorsqu'il était ministre de l'Industrie, il a eu une position ouverte au sujet du gaz de schiste. Et aujourd'hui, il doit se montrer écolo-compatible. Alors le nucléaire, on est obligé de choisir notre ennemi prioritaire. Si c'est le carbone, il faut commencer par cela. Donc les énergies renouvelables vont devoir se substituer aux fossiles. Pour être convaincant sur ces questions écologiques, Arnaud Montebourg s'est fait aider. Sa compagne, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, est aussi une ancienne militante des Verts. Vous l'avez trouvé bon? Très bien. Ça va. Ouais. Vous êtes plus spécialisé dans l'environnement que lui, en fait, non? C'est vous qui lui soufflez ce qu'il doit faire sur l'environnement? Non, moi je connais le monde de l'écologie. Lui, il connaît très bien, beaucoup mieux que moi, tout le monde industriel. Voilà. Donc ça va ensemble. Vous êtes complémentaires, en fait. Voilà. C'est ce qui vous a rassemblé, en fait. Voilà. On a enfin la clé de l'histoire. La biodiversité et les abeilles. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous laisser? Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, rentrez dans vos foyers. Il y fait beaucoup plus chaud. On va tout de même s'incruster un peu. Julie Morland, c'est là. Ouais.
C'est direct jusqu'au Gobelin. Salut Will. À bientôt. Bon, votre taxi n'est pas arrivé, monsieur Montebourg? Non, on va en métro. Ah bon. Non, non, mais je plaisantais. Vous ne croyez pas? Mais si, bien sûr, je vous crois. Ouais, on prend le métro. Quand il fait beau, je prends le vélo. Bon, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Et puis, c'est sympa. Bon, je descends avec vous parce que moi aussi je prends le métro. On est Paris, je suis à la télé, vous savez. Comment ça, vous êtes Paris? Je crois que vous aviez des taxis. Des frais de taxi incroyables. Nous, on n'a pas d'argent. À Paris, dans le 15e arrondissement, nous sommes invités à suivre Vincent Payon qui s'inquiète de la qualité de l'air, alors que dans la capitale, la circulation est réduite aux automobilistes. Le dernier candidat socialiste déclaré a une particularité. Il n'aime pas trop se retrouver face à une meute de journalistes. Il déteste les petites phrases, il ne veut parler que du fond. Et ce jour-là, c'est encore l'écologie qui est dans l'air. Et je pense vraiment qu'un des grands enjeux, une des priorités pour nous tous, c'est de penser à un nouveau mode de développement et donc d'assurer une transition énergétique. Pourquoi? On le voit avec la pollution, les chiffres sont quand même très inquiétants. Et pour voir la pollution de près, rien de tel qu'un voyage dans le ballon d'Air Paris qui mesure chaque jour le taux des particules polluantes dans l'air parisien. Nous sommes montés, même si Vincent Payon n'a pas très envie de parler avec nous une fois en l'air. Ah bah c'est pour le décollage de votre campagne, on est bien obligé. Vous avez réussi à monter, vous. Avec lui, les interviews, c'est uniquement sur la terre ferme. Faites les images. Il fait les sons en bas, hein. Le professeur Payon recadre les jeunes journalistes trop pressés, selon lui, qu'il appelle les zozos. Les interviews, ce sera pour plus tard. Les zozos, c'est gentil, hein. C'est bien, je sais bien. Ah non, je le prenais pas mal, hein. On s'en va, là? Bon, bah, au revoir à tous. Hein. Vincent Payon, c'est un iconoclaste dans cette campagne. Il refuse de faire le buzz en attaquant les autres candidats. Merci à vous tous. Son pari, c'est de convaincre avec sa ligne rassembleuse au PS et sa sagesse de philosophe. Mais on va tout de même lui demander de s'expliquer sur son étonnante arrivée tardive dans cette compétition. Les gens ont dû se demander pourquoi vous vous déclariez si tard en campagne. C'est parce que vous avez été comme nous, vous avez été surpris par l'annonce du président de la République, c'est ça? Voilà, c'est aussi simple que ça? Absolument. Évidemment, moi je considérais tout à fait normalement que c'était au président de venir devant les Français et de faire acte de candidature. C'est d'ailleurs la première fois sous la Ve République que ce n'est pas le cas, donc c'est pas un événement mineur. Vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, c'est une candidature comme ça qui sort de nulle part, et donc du coup, forcément, Vincent Payon, il n'a aucun projet. Bon, ça fait plus de 20 ans que je suis engagé dans la vie politique. J'ai rédigé beaucoup de projets, souvent pour les autres, mais c'était ma fonction. Hein. Et donc, on se dit que vous allez y arriver, en théorie. Écoutez, je vais me dépasser moi-même pendant les fêtes, mais je vais essayer de vous présenter un projet, ce serait quand même bien le moins. On va vous suivre en campagne. Au fond de vous, là, quand je vous regarde dans les yeux, vous me dites que vous pensez que vous allez gagner. Oui, je veux gagner. Je ne pense pas, je ne suis pas Madame Irma, mais je veux gagner. Je pense que c'est important. Et sinon, d'ailleurs, je ne serais pas allé. Je ne serais pas venu pour faire du témoignage, étant donné le recul que j'avais pris. Donc oui, je veux gagner, et non seulement la primaire, mais je veux faire gagner la gauche et le camp du progrès, les Républicains du progrès, à l'élection présidentielle. Oui, je veux qu'on continue d'écrire une histoire de progrès social, de justice. La France a toujours besoin de la gauche. Oui, oui, plus jamais. Et à mon avis, plus que jamais. 6 janvier, je présenterai le projet. Oui. Et là, ça va être du lourd. Je ne sais pas si ça va être du lourd, je vais essayer de faire surtout du juste. Du juste. Du juste. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et il y en a une autre qui entame sa campagne encore plus tard, après les fêtes. C'est Sylvia Pinel, du Parti radical. L'ancienne ministre du Logement fait sa première apparition publique au Mureau, dans les Yvelines. Donc en fait, il faut que les gens vous connaissent, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas très connu, vous n'êtes pas la plus connue des primaires, et qu'ils découvrent aussi votre programme. Et vous avez 3 semaines pour ça, c'est ça? C'est mission impossible. Vous connaissez le permis? Non, moi, écoutez, je suis toujours plutôt optimiste et je n'aime pas partir battu. Bon, je vous taquine, mais en fait, vous allez peut-être être la révélation de cette primaire, alors, c'est ça? Les filles, c'est ça. Une femme, c'est bien, non? Je pense que ça va bien. Et la cause féministe, c'est l'un des axes de sa campagne. Ici, au Mureau, où le maire l'accueille, elle rencontre des associations qui viennent en aide aux femmes en difficulté. Je donne des cours de sport aux femmes, on fait plusieurs activités. J'ai commencé à monter des spectacles
où je mettais sur scène les femmes de différentes générations. Moi, je suis une élue. Aujourd'hui, pour sa première sortie de campagne, il n'y a pas beaucoup de presse sur le coup, car 2 de ses gros concurrents font l'événement le même jour. Tous les regards et toutes les caméras sont en effet tournés ce jour-là vers Manuel Valls, qui vient dévoiler son programme dans une grande salle parisienne. Une petite démonstration de force, car c'est lui qui compte le plus de soutien parmi les élus socialistes. Et à l'entendre, Manuel Valls va réussir à relancer la France. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas le déficit, c'est la croissance et l'emploi. Je veux une société du travail qui reconnaît les efforts de chacun à leur juste valeur. Nous continuerons de baisser les impôts des classes moyennes et populaires. Nous augmenterons la prime d'activité complétant le salaire de ceux qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Parmi ces recettes, il y en a une emblématique empruntée à Nicolas Sarkozy. Nous rétablirons la défiscalisation des heures supplémentaires. Manuel Valls espère gagner la primaire en redonnant du pouvoir d'achat aux Français. Merci d'être là. Au même moment, Vincent Peillon s'apprête lui aussi à dévoiler son programme. Et lui aussi a eu l'intuition que cette élection allait se jouer en partie sur les propositions en matière d'économie et d'emploi. Je veux placer le travail et l'emploi au cœur de l'économie. Je ne crois pas du tout à la fin du travail. C'est pourquoi je vais d'abord mettre en place une fiscalité plus favorable au travail. Autre engagement, il reprend une formule chère à Nicolas Sarkozy, le bouclier fiscal. Mais cette fois-ci, il l'inverse. Certains ont cru bon de mettre en place un bouclier fiscal pour les plus riches. Je mettrai un bouclier fiscal en place pour les plus modestes de nos concitoyens. Dans une campagne, il y a des aléas. Le brouillard, ce 4 janvier, n'a pas permis à Benoît Hamon d'atteindre Biarritz. L'avion a dû se poser à Pau et le candidat a dû modifier son agenda. Monsieur Hamon, vous avez perdu un peu de temps ce matin. Comme vous, non? Ouais. On y va ou pas? On y va? Galère. Ouais. Donc vous n'irez pas tracter sur le marché, c'est ça? Non, j'aurais tracté à l'aéroport. Si vous montez 50 voix pour gagner, ce sera au deuxième tour, vous saurez que c'est la chose du retard d'avion. Je ferai une action de groupe contre Air France. Bon, on vous suit alors. Ils sont où les autres? On n'a pas Alexandre là? On est en train de se barrer sans Alexandre. Là, je signale. Un de ses collaborateurs a été un peu distancé. L'occasion pour nous de tester l'humour du candidat. Il a changé d'avis. Il est pour Manuel Valls, il m'a dit tout à l'heure. C'est ça? Il change, j'y réfléchis. Non mais c'est vrai quoi. Ouais, ça faut pas déconner quand même. Ils sent une hésitation dans votre campagne et il se dit qu'il faut finalement choisir le bon cheval. Hein, voilà. C'était ça ou il disait qu'il le type qui se barre en plein milieu d'un déplacement, ce serait bon quoi. Finalement, non, je la sens pas trop, je te trouve un peu terne en ce moment. Bon allez. Bon bah vous laissez alors. Si cette campagne se jouait à l'humour, voilà un candidat qui ferait sans doute la course en tête. Et il va justement se servir de son humour lors de sa réunion publique pour attaquer Emmanuel Macron, un concurrent dans la présidentielle. Voyez ces experts qui guettent si Emmanuel Macron n'est pas peut-être l'homme providentiel. Bon, est-ce qu'il a été un ministre providentiel? Ça nous donne déjà une indication. Non mais... Mais ce jour-là, au-delà des bons mots, il va quand même lâcher une information étonnante. Si je suis élu le 29 janvier, je ne poserai pas comme préalable que je dois être le point autour duquel tous les autres se rassemblent. Et c'est comme ça que le rassemblement doit se faire. Ce qui signifie qu'après avoir gagné la primaire, Benoît Hamon pourrait, pour rassembler la gauche, ne pas être candidat à la présidentielle et se désister par exemple derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors on a préféré lui demander de confirmer. Vous avez dit si vous gagnez la primaire, c'est pas forcément derrière vous que le rassemblement ne poserai pas comme préalable que le rassemblement se passe derrière moi. D'accord. Voilà. Différence d'Arnaud Montebourg. Non, mais après chacun le sent. Mais si on dit qu'on se rassemble, on ne peut pas dire ok, c'est une peut-être que derrière moi. Je pense que j'ai des chances objectives de convaincre que ça pourrait être derrière moi, mais je ne le ferai pas comme préalable. D'accord. Je mets les choses dans l'ordre. Avec Benoît Hamon, ce n'est donc pas absolument certain que le vainqueur de la primaire soit candidat à la présidentielle. Loin du tumulte des favoris,
l'écologiste François de Rugy bat la campagne en Poitou. J'ai l'impression que je connais le chauffeur de Madame Massonneau. Ah, ça se pourrait bien. Comment ça va? Bonne année. Bien. Bonne année, bonne santé. Bonne année. Bonjour et bonne année. Très enrichissant. Véronique Massonneau, sa directrice de campagne, est députée écologiste de la Vienne. Elle entraîne le candidat chez un ami agriculteur. L'homme les reçoit, vêtu de l'emblème habituel d'Arnaud Montebourg, un pull marinière, ce qui n'échappe pas à François de Rugy. Ça va? Bienvenue à la ferme. Avec la marinière, C'est très joli. On pourrait mal le prendre. Oui. Mais on va dire que c'est la Bretagne. Il faut pas y voir de clin d'œil. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, oui. En tout cas, moi, je suis très contente que tu termines ton périple ici. Chez Bruno et Hélène, parce que ça fait... François de Rugy est un écologiste pragmatique. Il est proche des agriculteurs et son programme regorge de propositions pour favoriser le bio, notamment dans les écoles et les hypermarchés. Alors toutes les initiatives sur le sujet l'intéressent, comme celle pratiquée ici. Sur la ferme, on est dans un système autonome-économe. Et j'ai fait ça pour économiser de l'argent. Tout est très axé. On peut être écologiste et pour une certaine rentabilité. Oui, ce qu'on je crois entendre François de Rugy. Je ne connaissais pas d'ailleurs cette expression autonome-économe, que je trouve très intéressante. Vous allez le redire dans les débats de la primaire. Pourquoi pas, parce que oui, de toute façon, les rencontres que je fais sur le terrain, elles nourrissent. Et évidemment qu'elles servent d'exemple, de point d'appui pour ce que l'on peut dire dans des débats. Donc tout ça, c'est pour moi le signe que ce qu'il faut, c'est tout le temps essayer de faire converger écologie et économie. Pour cette étape dans la Vienne, Véronique Massonneau reçoit chez elle son candidat avec quelques amis et militants. À ta réussite, évidemment. À ton accueil chaleureux. À un moment de détente, alors qu'au même instant, Manuel Valls est à la télévision pour une grande émission politique. Et je me trompe ou l'émission politique avec Valls, ça intéresse personne en fait. Exactement. Comme la plupart des petits candidats, François de Rugy ne bénéficie pas d'une telle exposition. Et pourtant, ces thèmes de campagne commencent à intéresser de plus en plus les autres candidats qui reprennent à leur compte l'écologie. J'ai l'impression que il dit depuis quelques semaines, Benoît Hamon, je ne serai plus jamais socialiste sans être écologiste. Vous avez remarqué comme moi. Formule, ça. Ouais. Sauf que c'est lui qui grimpe dans les sondages en ce moment. Et je me dis, il vous a siphonné votre électorat. Donc à une époque, j'ai eu des bons sondages. Vous m'aviez caché ça. Faudrait savoir. Non mais honnêtement, le dire uniquement à l'occasion d'une campagne électorale et le découvrir quelques semaines avant un vote, c'est encore une autre chose. Le faire, ça, là, je constate que quand il faut passer du dire au faire, il y a plus grand monde quand même. Ah oui, mais toi là, comme ça, tout le monde t'entend. Ah, je vais présider le Conseil des ministres. Tu t'y vois déjà ? J'ai décidé de vous réunir parce que j'ai une décision très importante dont je voudrais vous faire part. Chanson de circonstance pour Manuel Valls, qui baisse un peu dans les sondages. Il est en campagne à Cachan, dans le Val-de-Marne, où il peut compter sur quelques amis pour faire face aux ennuis du moment. On va passer l'après-midi ensemble. Hein. Manuel, mets-toi au milieu comme ça pour... Bon, je vous quitte. Formidable. On a même trouvé ça à Cachan. Pas à Cachan d'ailleurs. Oui, vous les savez. Je défends une république forte. On y va? On y va, allez. Pour cette galette des rois avec les personnes âgées de la commune, ses amis ont bien fait les choses. C'est lui le roi. Le maire. Bravo. Ça prouve que mes services sont compétents quand même, dans ce domaine-là. Vous l'avez fait exprès pour que monsieur le Premier ministre ait une fève, c'est ça? Pas du tout. Non, vous l'avez avantagé, enfin, il y a un petit truc. Non. On me dit que rien n'a été fait dans ce sens. Si je ne l'ai pas, je n'ai vraiment pas de chance. Si je l'ai, c'est que ça a été exactement, voilà, c'est exactement ça. Mais dans la primaire, ils vont vous avantager aussi, je crois. C'est ça. La couronne, ce n'est pas la peine. Manuel Valls est un républicain convaincu. Oui, il n'y a pas de couronne dans la République. Couronne dans la République. Sinon, ça ferait le buzz, hein, avec une couronne sur la tête. Là. Je vois l'image. Merci, hein. Allez. Merci, au revoir. Manuel Valls rigole. Un rare moment de détente dans une campagne
où il prend tous les coups. Et quelques heures plus tard, au QG d'Arnaud Montebourg, ça ne va pas manquer. Là, il y a combien d'opérations prévues? Son directeur de campagne, François Calfon, nous accueille. C'est un fin stratège. Il sait profiter de chaque occasion pour attaquer avec humour Manuel Valls. Il y a du monde hier un peu? Ouais, on a trouvé un bar aujourd'hui qui s'appelle le 49. Non, ça n'existe pas. Si. On envisage. Voilà. C'est drôle ça. 49-3. Il faut le faire. On vous invitera. Pour une prochaine riposte débat, je pense que. Si vous ne l'imposez pas, on viendra. Ça va être le score avec lequel parce que c'est le sparadrap du capitaine Haddock de Manuel Valls, le 49-3. Donc au deuxième tour, il va être battu 49-3. Arnaud Montebourg est de bonne humeur, il se confie un peu et nous parle de son ancien métier d'avocat. Vous savez, j'ai défendu beaucoup d'innocents, mais aussi quelques coupables. Ça vous embête? Et c'est difficile. Hein. C'est vrai? Ah bah oui, ils sont condamnés. Hein. Il a même défendu Hollande en 2012. Donc. Non, moi c'est Montebourg, lui c'est Montbar. Ça rigole bien dans le clan Montebourg. Mais chasser l'humour, la stratégie revient au galop. Le candidat se positionne comme celui du travail et de la fiche de paie. Il veut faire passer la CSG de 8% à 1% sur les petits salaires. Je propose pour une personne au SMIC une restitution de pouvoir d'achat de 100 € par mois, ce qui fait à peu près un 13e mois, 1200 par an. Et si vous êtes élu, ça c'est à partir de quand? La première mesure de loi de finances rectificative dès le mois de juin 2017. Et c'est ce qu'il va aller dire à tous les Français qu'il rencontre désormais. À Blanzy, en Saône-et-Loire, le lendemain, à la fin de son meeting, tous les spectateurs l'attendent pour lui dire un mot. Alors on va gagner ou on va pas gagner? Arnaud Montebourg va passer près d'1 heure à parler à chacun d'eux. Et à chaque fois, il fait mouche avec son argument en faveur du pouvoir d'achat. Monsieur Montebourg, je suis infirmier intérimaire. Vous comptez faire quoi? Ma proposition, c'est de baisser la CSG sur les petits salaires. Voilà, vous en faites partie, si j'ai bien compris. Ah oui, je fais partie. Voilà. Ça fait 5. De 8% de CSG, on baisse à 1%. Donc ça fait une augmentation de salaire de 9%. Ça fait 5. C'est pas rien, hein. Ça fait 100 € par mois. Hein. À 12 jours du vote, Arnaud Montebourg ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, il va découvrir que dans 2 sondages, pour la première fois, on le donne gagnant face à Manuel Valls au second tour de la primaire. Le lendemain, Manuel Valls doit donc remobiliser ses troupes à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Une petite salle, certes, mais ici, beaucoup de ferveur. Est-ce que nous voulons gagner ou pas? Est-ce que... Et comme la tendance n'est pas très favorable, à la fin du meeting, le directeur de campagne de Manuel Valls, Didier Guillaume, est là pour tenter de nous faire oublier les mauvais sondages. Bon, même si les sondages en ce moment sont un peu... en ce moment, j'en ai vu un ce matin, oui, il est toujours largement en tête. Hein. Mais il serait battu au deuxième tour. Vous savez, oui, enfin, on verra le deuxième tour. Pour l'instant, les sondages sont ce qu'ils sont. Donc il n'y a pas le feu dans la maison Valls, vous affichez la sérénité. Bien sûr. Pendant que certains baissent, Vincent Peillon lui grimpe doucement à chaque sondage. Il atteint désormais 10% d'intention de vote. Mais tout cela n'agite pas ce philosophe qui entend mener une campagne digne et sobre. Vous traînez dans la rue? Parfois. Ça va bien? Vous allez bien? Oui. Bonjour. Enchanté. Bon, comment ça se passe cette campagne? Nous sommes dans le rythme que nous avions souhaité, de maîtrise et de monter en puissance doucement. Vous savez que je vous file devant un ami à vous, là, regardez. Oui, il a bien couvert Paris d'affiches, ça c'est bien. Il est partout, hein? Oui, il fait un travail actif et ses amis, voilà, je trouve ça très bien. Hein. Mais c'est pas le choix que nous avons fait. Bon. Y compris parce que j'ai fait le choix de faire une campagne à 50 000 €. Oui, alors ça surprend tout le monde. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, si on veut être moderne, il faut l'être vraiment. Et que les gens ne veulent plus qu'on dépense de l'argent partout, que l'on colle sur les murs là où c'est pas autorisé, que l'on fasse... bon. Et donc, moi, je suis respectueux de mes concitoyens. Je veux une campagne jusqu'au bout, fidèle à ce que nous sommes. Ça va, vous? Il va se contenter des 50 000 € que le PS alloue à ses candidats pour cette campagne. C'est une campagne pour la France, hein? Ouais. Jamais le perdre de vue, cette affaire-là. C'est pas une petite bagarre de cours de récréation. Hein.
Avec Patrick Bloch, son directeur de campagne, Vincent Peillon travaille encore et toujours à son projet. Pas une minute à perdre pour le candidat qui s'est lancé le dernier. Au cours de ce trajet en voiture, les deux hommes vont parler politique culturelle. Patrick Bloch suggère à Vincent Peillon de prendre une initiative symbolique. Ça, c'est quoi, ça? Le fameux 1%. Alors, si tu le prends ou tu le prends pas, je l'ai mis là, c'est l'idée qu'à chaque fois qu'il y a des travaux publics, 1% des sommes soient consacrées à des manifestations culturelles dans l'espace public. Parce que c'est l'une des grandes révolutions et c'est l'art qui vient au plus près de là où tu habites, où tu vis. Tu vois ce que je veux dire? Ils se rendent à Montreuil découvrir un collectif d'artistes. Vincent Peillon est accueilli par plusieurs dizaines de reporters. C'est bon signe pour lui. Son message commence à passer. La candidate radicale, Sylvia Pinel, a elle aussi dévoilé son programme, avec des mesures qui profitent aussi bien aux entreprises qu'aux salariés. Et son discours a l'air de prendre dans l'opinion. En quelques jours, les intentions de vote pour elle sont passées de 1% à près de 7%. On voit quand même une traduction de cette mobilisation dans les derniers sondages, ce qui est extrêmement encourageant. Encourageant, d'autant que le premier débat de la primaire est dans 2 jours et qu'elle va pouvoir mieux défendre ses idées et son programme. Alors, son équipe la voit déjà aller très loin dans ses primaires. Il faut qu'elle ait de l'audace. Oh bah ça, elle l'a, je crois que vous l'avez déjà vu, elle a l'audace. Elle a la jeunesse, l'audace, la féminité. 6 ou 7% les sondages, c'est pas mal pour un début de campagne. Dans d'autres primaires, certains sont partis de loin et ont plutôt bien fini. Donc moi, je prends ça plutôt comme un signal intéressant. Intéressant. Cette dynamique. 7% au premier débat. C'est ça. Donc, vous voyez. Il faut travailler. Maintenant, il faut travailler. Donc maintenant, on va travailler pour justement atteindre cet objectif. On vous laisse travailler. Alors. Tu me fixes. À bientôt. À 48 heures du premier débat télévisé, tous les états-majors se ferment. Place à la stratégie. Jeudi 12 janvier, c'est le jour J du débat qui devrait permettre aux candidats les moins connus de se faire un nom dans le grand public. Avec 25 000 € de budget seulement, Jean-Luc Benamias est le petit candidat par excellence. Il ne peut pas se payer un QG de campagne. Il nous reçoit dans une brasserie, là où il a déjà déclaré sa candidature. Comment ça va, monsieur Benamias? Ça va bien. Monsieur Casanova? Formidable. À 4 heures du débat, Jean-Luc Benamias et son directeur de campagne, Gilles Casanova, se préparent. Et selon ce dernier, coacher Benamias, c'est un job assez cool. Je ne suis pas sur le pupitre, j'ai pas à répondre aux questions, et je peux faire celui qui sait en lui disant « tu devrais dire ça », et en sortant, je lui dis « tu aurais dû dire ça ouais. ». C'est génial. Et comme il a excellent caractère, au lieu de lui répondre des horreurs comme le feraient d'autres candidats dont je ne dis pas le nom, il dit « ah oui, peut-être ». Il mène campagne sans pression, aucune réunion publique, il n'en a pas les moyens. Il répond seulement à des interviews sur son programme. Benamias, il a une stratégie, c'est de ne pas en avoir et d'être lui-même, c'est ça? On essaye. Non, sur le fond, on a quand même plus qu'une stratégie. On a quand même quelques propositions programmatiques. Et on essaie quand même de les mettre en avant. Après, on peut avoir Ce soir, il entend mettre en avant le revenu universel. Et surtout, il espère attirer l'attention en prônant un grand rassemblement politique allant de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Nathalie Kosciusko-Morizet, pourtant à droite. Vous êtes le plus grand rassembleur de cette campagne. J'essaye d'être le plus grand rassembleur de cette campagne. Au moins, vous allez avoir un titre, le plus grand rassembleur de cette campagne. Si j'ai celui-là, je m'en sortirais très bien. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ça vous plairait? Oui, je pense que c'est un bon schéma. Si vous m'aviez dit, vous allez être le plus grand diviseur de cette campagne, je trouverais ça très... Ça vous aurait agacé. C'est assez énervant. Non loin de là, boulevard Saint-Germain, ambiance studieuse au QG de campagne de François de Rugy. Le candidat apparaît vers 17 h, concentré. Ça va? Ouais, ça va? Bah. Tu as fait une petite sieste? Non. Je me suis reposé. Oui, exactement. Direction le studio. Le trajet va se faire en voiture, mais pas dans n'importe laquelle. François de Rugy a voulu nous surprendre. Parce que vaudrait mieux pas rester sous la pluie. Hein. C'est la voiture que vous avez choisie pour arriver au débat? On ne pouvait pas faire autrement quand même. Il faut être concret. C'est une déclinaison concrète. Il a loué une petite voiture électrique française.
Moi, j'ai une voiture hybride électrique à Nantes. Et j'allais pas la ramener exprès. Une de mes propositions, c'est de généraliser les voitures électriques et hybrides électriques d'ici 2025. Bon, la circulation parisienne tient ses promesses. Avec ses propositions écologiques, son humour, mais aussi son sérieux, il espère apparaître au débat comme un candidat crédible. Bon, vous n'avez peur de rien, de toute façon, monsieur de Rugy. En tout cas, j'ai pas peur des autres candidats. Ils vont pas vous manger. Je pense pas qu'ils aient peur de moi non plus, d'ailleurs. François de Rugy blague, il est détendu avant d'entamer le débat, que nous allons suivre parmi les supporters des différents candidats. On allait donner la parole à Sylvia Pinel. Je vous le dis quand même. La candidate radicale a son fan club. Une trentaine de supporters se sont retrouvés dans une brasserie du 7e arrondissement. Et à chaque fois que Sylvia Pinel apparaît à l'écran, c'est l'euphorie. C'est jamais celui qui sort. Attends, vous la trouvez bonne apparemment, Sylvia Pinel? Non, elle est excellente, excellente. L'excellence ne peut avoir que des partisans. Ça démarre bien. Ça démarre bien et je sais que ça va très très bien finir. Parce que moi, je prévois pas 8%. Certains me disaient qu'on était à 0 au début. Moi, je vois pas 8%, moi je vois 15%. Ce soir-là, pendant que certains supporters se retrouvent à la brasserie du coin, chez d'autres candidats, on a vu les choses en grand. Arnaud Montebourg, par exemple, a privatisé une péniche sur la Seine. Car on ne peut être en état d'urgence que de façon éphémère, en période de crise. On ne peut pas le prolonger. Plus d'une centaine de personnes est venue soutenir le nouveau favori des sondages dans cette belle salle. Les soirs de débat, tous les gros candidats soignent leurs supporters. Et même Vincent Peillon, qui nous a annoncé une campagne économe, a aussi cassé sa tirelire. Je veux être le président de la République socialiste, mais qui gouvernera pour tous les Français, dans un moment difficile. Il a loué un restaurant à la mode, avec plusieurs salles, où près de 200 personnes sont venues l'écouter. Par rapport à ce qu'ils souhaitent, se lèveront pour accompagner ce redressement républicain. Après le débat, le candidat est venu les rejoindre. Et une dernière fois, il nous a trouvés sur son passage. Ça allait bien? Monsieur Peillon? Ah, vous avez passé une bonne soirée? Oui, oui. Oui? Oui, bah. Ça a été à la hauteur de vos espérances? Non, ce parce qu'on n'a même pas parlé d'Europe, vous vous rendez compte? Non, mais c'est pas une blague, on est un pays complètement... Ils n'ont jamais parlé d'Europe avec la droite, et ils ont recommencé là avec la gauche. Mais sa déception passe très vite. Vincent Peillon est acclamé par ses supporters. Allez, venez, on va boire un petit coup, là. Ses proches, comme le député Eduardo Riancipel, l'ont trouvé à la hauteur. Moi, je pense que une fois que les Français t'ont découvert comme nous on te connaît depuis 10 ans, un homme cœur de la gauche et qui incarne la France quand même. Voilà. Et me voilà, petit génie. C'est quand même un exercice curieux. Difficile, mais génial. Dans quelques jours, l'un des 7 candidats de la primaire de la gauche se lancera dans une nouvelle bataille pour tenter de devenir le nouveau président de la République.